Bienvenue à tous dans le premier épisode de Parlons peu, parlons prêt by Casa dos Brocas, le podcast pour réussir votre projet immobilier au Portugal. Je suis Sofia, fondatrice de Casa dos Brocas, une agence de courtage en prêt immobilier au Portugal spécialisée dans l'accompagnement des francophones. Dans ce podcast, on va parler immobilier et plus précisément financement au Portugal et on va également profiter pour partager nos expériences personnelles d'installation dans ce beau pays. L'expérience nous a montré que nos clients avaient souvent les mêmes questionnements et les mêmes doutes sur le financement immobilier. Il nous a semblé important de créer un espace dédié à cette thématique et de pouvoir également partager toutes ces interrogations de manière claire et précise. Il y aura dans les prochains épisodes des partages d'expériences, des invités, des informations sur l'immobilier de manière générale au Portugal. Pour notre premier épisode, j'ai un invité très spécial qui est mon très cher associé Laurent, mon associé avec qui tout a commencé en France avec la Maison des Courtiers. Bonjour Laurent. Bonjour Sophie. Écoute, ravi d'être avec toi sur ce podcast et donc sur cette première. Mais dis-moi, quand t'es partie, tu t'appelais Sophie. Là maintenant, c'est Sophia. Dis-moi, t'as tout changé quand t'es partie là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est pas mal ta petite blague. Clairement, c'est toujours Sophie en français et Sofia en portugais. Soufille. Alors pourquoi c'est Sophie ou Sofia ou Soufille? Clairement, j'ai la double nationalité. En français, c'est Sophie, S-O-P-H-I-E. Sur ma plaque d'identité portugaise, c'est Soufille, S-O-F-I-A. Clairement, quand je suis arrivée au Portugal, il m'a semblé naturel de me faire appeler Soufille. Mais c'est vrai que du coup, ça prête un peu à confusion puisque maintenant, les Français ont aussi tendance à m'appeler... Enfin, les Français qui ne me connaissaient pas avant ont tendance aussi à m'appeler Sophia, S-O-F-I-A. Écoute, tu sais quoi, on garde les bonnes bases, donc continue avec Sophie. Bon, écoute, on va rester là-dessus. Mais dis-moi, de façon générale maintenant, ça va comment là-bas? Ça va bien, ça va bien. Après une bonne année d'installation au Portugal, oui, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des doutes forcément qui se sont installés. Beaucoup de préoccupations pour les enfants. Finalement, on se rend compte que pour eux, c'est clairement passé comme une lettre à la poste. Voilà, c'est souvent plus dur pour nous, pour adultes, puisque forcément, on a nos habitudes et on se retrouve le lendemain sur un quotidien qui est différent de ce que connaissait en France. Bon, clairement, on ne va pas se cacher, au Portugal, tout est beaucoup plus long qu'en France. Après, qui a tort, qui a raison, là, je ne pourrais pas te répondre. En tout cas, les Portugais, les locaux prennent le temps d'eux. Nous, c'est vrai que je me rends compte qu'ici en France, on est très speed. Ouais, donc tous les doutes que vous aviez, les craintes, etc., qui étaient légitimes au départ, se sont avérés levés quand vous êtes arrivé là-bas, puisque les enfants déjà se sont bien intégrés, vous également, et la Maison des Courtiers version Portugal est née de façon à ce que tu puisses développer cette activité là-bas au Portugal. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant, j'ai une question très simple. Ça fait un peu plus d'1 an que vous êtes là-bas. C'est quoi tes impressions? C'est quoi les différences culturelles? Quelles ont été les nécessités en termes de période d'adaptation? Comment vous avez fait? Comment vous vous y êtes pris? On a laissé le temps faire les choses. Déjà s'installer, trouver le logement. On est parti dans l'aventure de la construction. Donc ça, j'en reviendrai dans un prochain épisode. Mais au Portugal, ça marche tout seul, ça. Je pense que c'est pas ce que tu imagines. Voilà. On n'a pas forcément aussi pareil les habitudes françaises et les Portugais de France. Non, blague à part, on est sur quand même des expériences qui sont différentes. Comme je te disais, de manière générale, tout est quand même beaucoup plus long qu'en France. Donc, il faut s'armer de patience, soyons clairs. Sinon, en termes d'adaptation, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment laisser le temps faire les choses retrouver sa routine, retrouver ses repères du quotidien. Ça, clairement, une fois qu'on est parti pour s'intégrer, le temps fait les choses, quoi. Donc là, on va dire qu'à titre personnel, tout est calé. À titre professionnel, ça a démarré. L'activité, elle est en place. Maintenant, tu vas nous expliquer, grosso modo, à titre pro, comment ça se passe au Portugal en tant qu'experte donc, du financement et du prêt immobilier. Et puis, clairement, est-ce que tes missions sont les mêmes que celles que tu avais ici, quoi? Notre mission, reste la même. Elle est vraiment de pouvoir toujours accompagner nos clients de A à Z dans leur recherche de financement au Portugal. Par contre, oui, il y a un gros changement. La réglementation au Portugal fait que
c'est un service qui est gratuit pour le client lorsqu'on sait les niveaux d'honoraires qu'on pratique ici en France. Donc, Ouais, ça change la donne, en effet. Ouais. voilà. Donc finalement, le client, il a tout intérêt à recourir à un courtier au Portugal, puisque nous ne pouvons être rémunérés que par les établissements bancaires avec qui nous avons des conventions au Portugal. Voilà, chose qui n'est pas le cas ici. Du coup, on garde la même valeur ajoutée. On est aussi en capacité d'accompagner nos clients sur des situations complexes. L'avantage aujourd'hui, en tout cas pour ma part, c'est que je maîtrise le financement en France et toute la documentation pour les francophones. Du coup, face à un banquier portugais, je suis tout à fait à même de lui expliquer comment est composée la situation professionnelle et personnelle du client qui est en France, ses revenus. Tous les documents sont présentés et expliqués, quoi. Bon, donc on a créé un vrai pont, comme celui de Lisbonne, entre la France et le Portugal, si j'ai bien compris. Exactement. D'accord. Et alors, du coup, ça se passe comment réellement le financement au Portugal? C'est quand on veut acheter, comment on se fait financer? Clairement, il faut que tu saches que tout ce que tu connais de la France, faut faire page blanche, il faut complètement déconstruire tout ce que tu connais, mettre de côté tes connaissances et tes références françaises pour vraiment t'ouvrir aux règles qu'il y a au Portugal. Donc, tu as dû faire certainement un reset dans ton cerveau quand tu es arrivé là-bas, quoi. Oui, avec parfois des incompréhensions, un peu ce côté, mais je comprends pas pourquoi en France c'est comme ça et pourquoi pas au Portugal. Donc c'est vrai qu'au début, il y a toujours une phase d'acceptation, hein. Il y a des choses qui ont forcément, je trouve, très bien au Portugal et d'autres forcément où j'ai eu besoin de m'adapter et accepter que c'était complètement différent de la France. Et techniquement, si on parle vraiment pure technique, d'accord, qu'est-ce qui diffère entre ce que nous on pratique ici, ce que tu as pratiqué pendant de nombreuses années, et ce que tu pratiques maintenant là-bas? On va distinguer deux choses. Il y a l'expérience d'achat pour le client, qui est complètement différente, et la partie financement. Si on revient sur l'expérience d'achat, il faut être clair, au Portugal, il y a beaucoup moins de protection du consommateur. Je vais te donner un exemple. Sur le compromis de vente, clairement, la clause suspensive d'obtention de prêt, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Voilà, c'est vraiment une négociation entre vendeur et acheteur. Et l'expérience fait qu'au Portugal, notamment pour des locaux, c'est quelque chose qui n'est pas usuel et qui forcément ont du mal à accepter quand c'est demandé. Le marché est quand même très dynamique au Portugal. Clairement, les acheteurs se bousculent, hein, que ce soit des acheteurs locaux ou étrangers. Du coup, on se retrouve très rapidement en position de faiblesse face aux vendeurs. Et cette clause n'est pas régulièrement, n'est pas la bien vue, quoi. Alors, chose qu'ici, c'est quand même automatique. Ouais, donc ils ont réellement intérêt à bien préparer leur projet quand ils arrivent pour acheter quelque chose, parce qu'a priori, ça se bouscule au portillon, et donc il faut que le projet soit bien ficelé en amont, si j'ai bien compris. Oui, clairement, oui. Il faut absolument que tout soit cadré dès le départ. Surtout avec nous, nos habitudes françaises, on a l'habitude que tout soit au carré, puis d'avoir pas mal de protection dans le cadre de la signature du compromis, chose qui n'est pas du tout le cas au Portugal. Il faut savoir que le compromis, c'est vraiment un contrat entre acheteur et vendeur et que derrière, il n'y a absolument aucune vérification qui est faite aussi bien de la part de la banque que de la part d'un notaire. D'ailleurs, pour revenir à ce sujet-là, clairement, il n'y a pas de notaire au Portugal. Alors, bien sûr, il y en a, mais pas pour le rôle qu'on connaît, nous, dans le cadre de la transaction en France. Du coup, c'est souvent primordial, en tout cas, de faire vérifier les documents liés à l'achat par un professionnel. Et notamment, souvent, on a tendance quand même à recourir à un avocat, en tout cas, ou un spécialiste de l'immobilier. D'accord. Voilà, l'autre point aussi, c'est que ça va beaucoup plus vite qu'en France, clairement, puisque si mes souvenirs sont bons, ici en France, on part souvent sur un délai de 3 mois et demi. Au minimum. Oui, minimum. Les délais se sont rallongés ces derniers mois, minimum. Mais là-bas, en clair, si je veux acheter un bien, je mets combien de temps au Portugal pour l'acheter? Clairement, au Portugal, allez, sous 3-4 semaines, tu peux aller à l'acte authentique, quoi. Ah ouais. Voilà, c'est Ah ouais. ultra rapide. D'où l'idée, c'est souvent de ne pas perdre de temps avec le financement,
puisque clairement, encore une fois, si tu arrives face à un vendeur et tu n'as absolument pas préparé ton projet de financement, en tout cas si tu envisages de solliciter un financement face à un autre acheteur qui a déjà tout cadré, clairement, Ouais, la pour vente, elle moi, te passe sous le nez, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, très si tu souvent. n'as pas préparé ton projet au moment où tu viens acheter le bien, clairement, tu en auras d'autres qui l'auront préparé et qui, du coup, passeront devant. C'est ça, si j'ai bien compris. C'est qu'il y a une telle demande que les vendeurs font un peu la loi, quoi. Bah, clairement. Oui, aujourd'hui, D'accord. le marché au Portugal est tel quel que clairement, les vendeurs sont vraiment en position de force, quoi. Donc, on a intérêt à bien préparer voilà, la partie, on va dire, financement du projet, qu'on ait le cash ou qu'on n'ait pas le cash, hein, clairement. Mais en tout cas, si on envisage de solliciter un financement, c'est important d'avoir tout cadré en amont et non pas quand on a trouvé le bien. D'accord. Et alors, sur les critères, en France, on sait qu'on a pas mal de critères, notamment des banques. Est-ce que les critères diffèrent entre ce que l'on a en France et ce que les banques portugaises pardon, exigent? Si on fait un focus vraiment sur la partie financement, on a 2 niveaux de décision au Portugal. Clairement, déjà, la première chose qui se passe, c'est qu'il y a une première analyse qui est faite qui vient décider si par rapport à ta situation personnelle, professionnelle, tes revenus, ton endettement, est-ce que tout est OK pour avoir tant d'euros? Voilà. Donc ça, D'accord. c'est un premier niveau de décision. Et D'accord. quelque chose qui n'existe pas en France, mais qui existe au Portugal, c'est qu'une fois que cette phase de ce qu'on appelle approbation est validée, il y a un expert qui est mandaté, envoyé par la banque pour aller expertiser le bien et lui faire lui-même sa propre valeur. En fait, quand il va visiter le bien, il ne sait pas combien toi potentiellement tu l'achètes. Pour lui, ne pas être influencé par le prix et pouvoir faire sa propre analyse et sa propre valeur, qu'il va informer la banque qui l'a mandaté. D'accord. Donc en fait, c'est pas la valeur des biens n'est pas que liée à l'offre et à la demande, si j'ai bien compris. C'est-à-dire Bah, qu'il y a des gens dans qui la viennent et qui expertisent pour conforter la banque sur ce point-là. Tout à fait. Alors, ils D'accord. n'interviennent pas dans la négo, bien entendu, mais ils viennent s'assurer que le financement qui est proposé par la banque correspond bien à ce que l'expert peut estimer au marché. D'accord. Et tout ça, pourquoi? Parce que clairement, au Portugal, il n'y a pas de financement à 100%, alors, sauf dispositions particulières, bien entendu. Mais en tout cas, de base, la Banque du Portugal, hein, et ça, c'est une réglementation qui n'est pas faite propre à chaque établissement bancaire, la Banque du Portugal a instauré une réglementation qui fait qu'il n'y a pas de financement à 100% comme on peut connaître en France. Alors ça, c'est de moins en moins le cas, mais ça Oui, l'eût été dans un passé assez proche. Mais en effet, il faut arriver avec quand même un peu de cash et d'apport pour oui, mais financer alors, quand on va au Portugal, quoi. Qu'on soit français, résident, non résident, ou qu'on soit locaux. en fait, la grosse différence, c'est que par exemple, pour un local, pardon, il y a clairement pas. En fait, la banque, la plupart du temps, et ça, pareil, je parle de manière générale, ne va pas prêter plus que 90% de la valeur du bien. D'accord. Donc, chose qui, quand même, en France, on arrive à aller jusqu'à 100%. Voilà, et les frais annexes doivent être financés par le client. Non, là, c'est et tu dois financer les frais annexes qui représentent entre 8 et 10%. Et en plus, tu dois apporter 10% d'apport par rapport à la valeur du bien. Et ça, je parle pour un local portugais avec la nationalité portugaise, quoi. D'accord. Voilà. Et au niveau des conditions de financement, que ce soit la durée, les taux, les garanties, c'est comme en France? Non, alors tout ça pareil, tout diffère. Il faut savoir que par exemple, une grande différence qu'il y a ici par rapport entre le Portugal et la France également, c'est qu'il existe le plan des responsabilités, en portugais au MAP de responsabilidades, en fait, qui regroupe déjà l'ensemble des dettes. Voilà, chaque fois que toi tu fais un crédit au Portugal, cette dette, elle a inscrit sur ce plan des responsabilités. Ça, c'est D'accord. quelque chose qui n'existe pas en Un France. peu comme le fichier des interdits de crédit, mais qui dit que quand on est interdit, pas tout ce qu'on a, quoi. Voilà, alors que là, ça, D'accord. ça indique vraiment une liste de tout. Voilà. D'accord. Même ne serait-ce que tu ouvres une carte de crédit Auchan, moi j'en ai fait l'expérience, cette carte est inscrite comme quoi tu as une enveloppe de temps
disponible sur cette carte. Et donc, c'est inscrit sur ce plan de responsabilité, même si tu n'as pas utilisé le montant, quoi. D'accord. Voilà, chaque ouverture de ligne de crédit est inscrite sur ce plan des responsabilités. Donc ça, pour moi, ça a été un changement, on va dire, important par rapport à la France, puisque clairement, le banquier au Portugal peut rapidement, en tout cas pour le Portugal, savoir quelles sont les lignes de crédit que tu peux avoir sur le pays, quoi. D'accord. Pareil, l'autre grand changement, c'est le calcul d'endettement. Il est complètement différent. On peut aller jusqu'à 50%. Alors, sur le moment, on se dit, waouh, 50%, c'est énorme. Mais en fait, pas tant que ça, puisque le calcul est vraiment différent. On parle vraiment de net à payer après l'impôt. C'est fait avec un taux aggravé par rapport aux conditions actuelles du marché. Je ne rentrerai pas dans le détail technique aujourd'hui du calcul parce que voilà, Oui, c'est tu nous assez expliqueras complexe. ça dans un prochain. Voilà, puis c'est assez complexe, mais voilà, clairement, le calcul est aussi complètement différent par rapport à la France, quoi. Voilà. Pareil, l'autre point, on va parler de taux, puisque c'est vrai que clairement, c'est une des grandes différences également qu'on peut constater. C'est qu'ici en France, on parle que de taux fixes. Ouais. Voilà. Et clairement, au Portugal, le fixe, c'est une nouveauté, mais on va surtout parler de taux mixtes, de taux variables. Et certaines banques ont des solutions, je dirais, à la française, en 100% fixe, mais elles restent quand même assez rares. Et forcément, ça ne sera pas les taux les plus compétitifs, quoi. D'accord. Ouais, c'est vrai que culturellement, en France, on a eu une période en taux variable ou taux révisable, mais c'est quelque chose qui se pratique quasiment plus en fait aujourd'hui. Donc là-bas, c'est quelque chose d'assez courant. C'est-à-dire qu'on peut avoir des taux fixes ou plus particulièrement des taux révisables ou variables, c'est ça? Oui, clairement, D'accord. voilà. Aujourd'hui, clairement, la plupart des dossiers sont en taux mixte. Donc, tu vas avoir une phase fixe, comme on connaît en France, et ensuite une phase variable. Et là, on va parler d'un indice voilà, qu'on connaît aussi en France, qui est l'Euribor, avec 6 mois ou 12 mois. Donc, ça veut dire une révision au semestre ou une révision annuelle du taux. Et ils parlent beaucoup de spread, donc c'est la marge qu'ils appliquent au-dessus de cet Euribor. Voilà, ça c'est une nouveauté qu'on ne connaissait pas en France, ou en tout cas le variable était peu pratiqué, s'il était pratiqué, était capé, c'est-à-dire avec un minimum et un maximum. Au Portugal, ça n'existe pas. Il n'y a pas de garde-fou en fait. Non, pas du tout. Comme sur une piste de bowling, on n'a pas les rails pour les petits, quoi. Non, voilà, exactement. D'accord. Il n'y a pas de minimum, donc ça peut descendre très bas. D'ailleurs, pour ceux qui avaient opté à une certaine époque au taux variable, avec la folie des taux extra bas qu'on avait connus, ils étaient super contents. Bon, quand on a pris la remontée à partir de 2022, clairement, là, il y a dû y avoir des renégociations pour réadapter les échéances de prêts, puisque forcément, avec la hausse importante qu'on a eue, forcément, ça a impacté les mensualités, quoi. D'accord. Et alors, on m'a dit un jour qu'au Portugal, on pouvait financer des trucs sur 40 ans. C'est un mythe ou c'est réel? Alors, c'est réel, mais attention, c'est pas pour tout le monde. D'accord. Clairement, jusqu'à 40 ans, c'est réservé aux jeunes de moins Ouais, de donc 30 c'est ans. plus pour moi, quoi. Voilà, en gros, c'est plus pour toi, mon très cher Laurent. Sauf si tu me dis que tu as rajeuni. Non. Donc voilà, 40 ans, c'est jusqu'à 30 ans. Au-delà de 30 ans, c'est 35 ans. Et en fait, ça baisse au fur et à mesure, puisque quoi qu'il arrive, tu dois avoir terminé ton prêt jusqu'à tes 75 ans. Voilà. D'accord. Donc forcément, il y a une corrélation entre la durée maximum, mais aussi l'âge limite d'emprunt qui est fixé à 75 ans. Et autre point, si toi tu viens me voir demain et que tu vas acheter au Portugal, en tant que non-résident, ils limiteront quoi qu'il arrive pour la plupart à 30 ans. Ce qui est déjà, C'est déjà pas mal. déjà très bien, puisque Voilà. chez nous, si on achète en locatif, on est plus sur du 20 ans, d'ailleurs, de manière systématique, et le 25-30, ça n'existe pas. Voilà. Donc si clairement, on va avoir une résidence secondaire là-bas ou future résidence de retraité, on partira sur des durées de toute façon plus longues que la France. Oui. Puis, l'autre point que je pourrais dire en termes de différence, c'est clairement la garantie. La garantie du prêt, puisque en France, on a ce qu'on connaît bien, c'est communément l'hypothèque. Et on a aussi aujourd'hui des solutions de sociétés de caution, telles que Crédit Logement, qui est le plus connu, on va dire, en France.
Clairement, ça, au Portugal, ça n'existe pas. Voilà, c'est une prise d'hypothèque automatique. Enfin, clairement, il n'y a pas d'autres possibilités alternatives. Donc, voilà, ça, on va dire qu'il n'y a même pas de sujet là-dessus. C'est systématiquement prise d'hypothèque sur le bien. Oui, donc c'est garantie réelle ou garantie réelle. Exactement. Comme on a connu il y a 20 ans ou 30 ans en arrière. Voilà, bah, là-dessus, en tout cas... Ils sont restés là-dessus et puis c'est une bonne chose. Donc en fait, en clair, les différences sont quand même très, très, très significatives. Il y a quand même pas mal de différences entre la France et le Portugal. Donc ça nécessite quand même d'être bien comprise, que ces éléments soient bien intégrés par les clients. Donc si j'ai bien capté tout ça, il y a une nécessité absolue en fait de se faire accompagner par un vrai professionnel du métier comme toi qui maîtrise à la fois la partie France et les connexions françaises avec l'analyse de la situation personnelle française, mais aussi l'analyse du marché du Portugal, puisque si on y va un peu comme ça, la fleur au fusil, ça risque d'être compliqué, puisque tu m'as parlé de on achète en 15 jours, tu m'as dit que c'était très technique, qu'il fallait avoir une préapprobation, que quand on arrivait, il fallait que tout soit prêt. Donc en clair, ils font comment les gens quand ils veulent acheter ? Parce qu'il faut qu'ils se préparent. Forcément, quand on arrive avec ses habitudes françaises, avec ses idéologies, on peut trouver rapidement le sujet complexe ou avoir de l'incompréhension ou ne pas accepter que clairement ça soit différent de la France. Moi, j'ai eu des situations où j'avais notamment une cliente pourtant franco-portugaise, bilingue portugais, mais avec ses habitudes à la française, où clairement elle me dit mais Sophie, je comprends pas, enfin comment se fait-il, l'autre grand changement d'ailleurs qu'on n'a pas cité, comment se fait-il que là je vais signer un compromis et que l'acompte que je donne, donc ce qui se fait au Portugal c'est entre 5 et 10%, va directement au vendeur et n'est pas séquestré sur un compte chez le notaire. Ah, carrément. Donc ça veut dire que si ça va pas au bout, ça se passe comment ? Le vendeur peut garder les sous ? Alors, clairement, il est censé les restituer. Mais s'il les a dépensés, oui, en effet, là, c'est du juridique qui s'applique. Donc, je te conseille d'avoir un bon avocat. Donc ça, c'est quand même un élément important. C'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que si je donne 10% du prix de cession, enfin du prix de vente à un vendeur directement, il faut que je m'assure que derrière, ça suive. L'idée, clairement, c'est pas d'avoir des craintes ou des peurs, mais l'idée, c'est de savoir où est-ce qu'on va et du coup, forcément, de cadrer cette opération la mieux possible tout en se sentant le plus sécurisé, puisque c'est vrai qu'avec nos habitudes venant notamment de France, tous ces exemples que j'ai pu indiquer, on va pas se sentir confortable, on va pas se sentir à l'aise avec le sujet. Et clairement, ça peut faire peur. Et ça a été le cas d'ailleurs de cette cliente où elle me dit « Non mais attends, tu te rends compte, là je vais donner, ça va aller directement au vendeur si l'opération ne va pas jusqu'au bout. » Tout ça pourquoi ? Parce que clairement, en France, on est habitué à ce que ça soit séquestré chez un notaire où le notaire vient tout vérifier la documentation avant d'envisager l'acte authentique. Il y a un vrai rôle d'accompagnement de la part du notaire là-dessus, chose qui n'existe pas du tout au Portugal. Donc vraiment, l'idée pour moi, quand on veut faire une opération d'achat et qu'on vient de France avec nos habitudes qu'on connaît ici, c'est vraiment de se faire accompagner et d'un courtier de confiance pour le Portugal et éventuellement pour des opérations complexes d'achat, d'avoir au moins un notaire qui puisse ou rédiger le compromis ou en tout cas vérifier les documents, puisqu'il est quand même assez commun qu'au Portugal, tout soit pas forcément en ordre sur la documentation concernant le bien qui sera acheté. Voilà. Les règles d'urbanisme ont été réactualisées, mais pour les biens les plus anciens, tout n'est pas forcément toujours déclaré. Il y a quand même pas mal de vérifications qu'on doit s'assurer et il n'y a personne qui vient le faire à notre place. Ouais, donc en clair, tu m'as dit en préambule que c'était un service qui était gratuit, donc ça ne change rien dans le portefeuille du client. Mais c'est une impérieuse nécessité de se faire accompagner, si j'ai bien compris. Parce que de toute façon, il ne peut pas y aller tout seul, le client, à moins de connaître et de maîtriser tous les rouages.
ce que je constate, c'est que voilà, je suis beaucoup sollicitée, notamment par des franco-portugais, hein, des gens qui parlent la langue, hein, pourtant, comme moi. Alors, bon, on va être clair, hein, je me suis rendu compte en arrivant il y a 1 an en arrière que mon portugais, c'était un portugais des vacances, hein, et c'était pas un portugais professionnel, hein. Donc, j'ai beaucoup évolué très rapidement sur le sujet. Mais on se rend compte que même quelqu'un qui maîtrise la langue, il va se sentir plus à l'aise à avoir un interlocuteur qui puisse parler les 2 langues pour s'exprimer dans sa langue natale, hein, qui est le français, parce qu'on reste quand même sur des opérations qui sont complexes avec, voilà, avec des éléments qu'on ne connaît pas du tout. Donc oui, l'expérience me fait dire qu'aujourd'hui, c'est primordial de se faire accompagner et d'être bien entouré sur le sujet pour pouvoir mener le plus sereinement possible une opération d'achat au Portugal. Donc en clair, comme en France, tu t'occupes de tout de A à Z. Oui. On ne change pas les choses qui Non, fonctionnent. voilà. En clair, tu vas gérer tout pour le client, c'est ça, de manière à ce que la dimension oxygène, qui est encore a priori un peu plus importante quand on vient de la France à acheter au Portugal, eh ben, tu vas la gérer de façon à ce que le client puisse acheter en toute sérénité et faire en sorte que son achat se passe dans les meilleures conditions. C'est bien ça? C'est ce que je dis toujours à mes clients. Je le disais déjà sur la France, et c'est encore plus valable pour le Portugal, hein. C'est un vrai travail d'équipe. Et moi, je pense qu'il est vraiment important de vraiment cadrer tout ça pour se sentir voilà, le plus tranquille possible, et en même temps ça reste de très belles opérations. Il y a de belles opportunités à faire au Portugal avec un bon cadrage et un bon accompagnement sur place, c'est tout à fait possible. Voilà, du coup, Laurent, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, de la question, hein. L'idée, c'était vraiment de partager avec toi ces différences qu'il peut y avoir entre la France et le Portugal, aussi bien en expérience d'achat que notamment pour notre spécialité, le financement. Merci à toi, Laurent, pour ce café, ce partage d'expérience entre la France et le Portugal. Retrouvez notre actualité sur notre site internet casadosbrocas.pt et nos réseaux sociaux. À très vite pour un prochain épisode sur Parlons peu, parlons prêt by Casa dos Brocas. On abordera avec Marjorie les étapes clés du projet immobilier au Portugal. Eh bien, écoute, merci à toi également pour cette première. Ce fut un plaisir. Je pense qu'on a abordé de manière un peu large ce qui est possible de faire quand on veut acheter au Portugal. En effet, sur des prochains épisodes, tu rentreras plus dans le détail. En tout cas, je suis ravi de voir que ça fonctionne, que ça démarre bien, que c'est une nouvelle vie personnelle et professionnelle et que tous les curseurs sont au vert de façon à ce qu'on puisse accompagner les clients dans de bonnes conditions. Donc voilà, merci à toi et puis à très bientôt pour les prochains épisodes. À bientôt!